Chapitre 7. La trahison des guides. Il faut attendre la réunion du CNRA tenue à Tripoli en 1959 pour voir le haut responsable des forces armées, Karim Belkacem, venir à la rencontre des unités combattantes, non pas pour s'enquérir des conditions réelles qui prévalent sur le terrain, mais pour exhorter les Moudjahidines à passer de l'autre côté. La rencontre se tient dans la zone 2 d'Abdelrahman Ben Salem. À l'ordre du jour figure la rentrée en Algérie des chefs de wilaya demeurés à l'extérieur, ainsi que les formations implantées en territoire tunisien et marocain. Décider autoritairement de faire rentrer des djounoud et des cadres qui ont séjourné plus de 6 mois à l'extérieur et d'installer le commandement de la révolution à l'intérieur, je reviendrai plus loin sur cette récurrente ambition du retour au Jbel de la direction. C'est d'abord considérer que les unités stationnées extramuros avaient choisi d'elles-mêmes l'exil, ensuite qu'il suffit d'un ukaz combinatoire pour balayer les obstacles qui les empêchent de regagner le territoire national. Aux frontières, les militaires que nous sommes prenons à la lettre les ordres du CNRA relayés par Karim pour aider les hommes à passer en force. Que pouvait-il advenir de ceux qui avaient été laissés longtemps à l'abandon et auxquels on demandait lourdement chargés de traverser à pied la moitié d'un pays en guerre? Le mot le plus souvent prononcé par ces djounoud, Maqderch, sonne encore à mes oreilles et réveille en moi des images pénibles de jeunes gens rouillés par des mhemsa à répétition, l'inaction et l'ennui, épuisés avant même l'effort. Les possibilités d'un franchissement sans casse s'en trouvent réduites. Notre direction suprême, qui n'a pris aucune mesure pour la mise en condition physique et psychologique des hommes, leur demande d'affronter un système défensif au maximum de ses capacités. Les katibas qui empruntent le chemin est-ouest ont, elles, au moins la possibilité de se replier sur leur base de départ en cas d'échec. Les nombreuses unités des wilayas 2 et 3 en route vers la Tunisie pour ramener armes et équipements militaires connaissent, lorsqu'elles s'obstinent à passer malgré tout, une terrible hécatombe dans le no-man's land. Mal encadrées, armes de quelques pétoirs, sans guide expérimenté et sans repère précis, elles sont, une fois empêtrées dans l'inextricable enchevêtrement d'obstacles, massacrées jusqu'au dernier homme. Beaucoup de sacrifices et de souffrances seront consentis par l'ALN pour des résultats insignifiants. Ceux qui, dans le confort d'un bureau, élèvent le temps pour exiger l'offensive à outrance sans la préparer matériellement, pêchent par manque de réalisme. Une seule et unique fois, le ministère de la Guerre cédera à une bonne inspiration. Quand il enverra le capitaine Ben Abdelmoumen en compagnie du chef de la zone 2, Abdelrahman Ben Salem, au contact du barrage pour une étude détaillée de ses fortifications. Le rapport établi par ces deux officiers compétents a laissé sans voix ceux qui l'ont lu. La tragédie du commando Hidouche illustre parfaitement l'autisme du commandement. La configuration physique de notre zone opérationnelle n'en fait pas le meilleur endroit pour le franchissement des fortifications. Au mois de juin 1959, nous recevons l'ordre de faire passer en Algérie un détachement de plus d'une centaine d'hommes, articulés en 2 commandos. Le premier et le plus important est commandé par l'officier Hidouche de la wilaya 3. Il a pour mission de livrer des postes de transmission ANGRC 9 et une importante somme d'argent à l'état-major de la wilaya 3. Le second, avec à sa tête Dahas el-Zhar, escortera Hidouche tout le long du chemin. Ces unités doivent passer, était un ordre sans réplique. C'est là que je vais intervenir. Les 2 groupes spécialisés chargés d'ouvrir des brèches dans les lignes comptent une vingtaine d'hommes placés sous les ordres de Badr Hassan et de Turki Boubir. Ils ont préparé, outre les moyens habituels, 2 canots en caoutchouc. Nous verrons pour quel usage. Ces unités expérimentées effectuent d'abord des reconnaissances et des repérages de sites à l'intérieur du périmètre choisi par le commandement comme lieu de passage. Les commandos Hidouche et le groupe d'escorte sont briefés dès leur arrivée au PC de la zone avant d'être acheminés jusqu'à la 2e région, base de départ. Pendant que les hommes se reposent ou s'adonnent aux derniers préparatifs, nous étudions les itinéraires qui mènent au point de passage. Alors que nous sommes sur le point de quitter le PC, nous recevons la visite du colonel Nasser, chef d'état-major. Heureux de se retrouver en Algérie, il se prosterne et embrasse le sol. Puis il nous harangue. Ceci est la terre de nos ancêtres. Elle est abreuvée du sang de nombreux martyrs.
Faites que leur sacrifice ne soit pas vain. Faites-le au nom de cette terre qui nous est chère à tous. Vos aînés se sont couverts de gloire. Prenez exemple sur eux. Votre mission est des plus nobles. Mourrez tous pour l'Algérie et pour la gloire de Dieu. Si Nasser est connu pour ses envolées lyriques, nous nous efforçons de garder notre sérieux. Un Jundi pince sans rire, noyé dans les rangs, y va d'un Nmutu Ukul, prononcé d'une voix caverneuse. Tous, autant que nous sommes prêts à mourir, qui fait rougir de plaisir le colossal Mohamed Saïd. Notre chef, après nous avoir demandé de mourir, retourne en Tunisie. Le staff de commandement compte le responsable des renseignements de la zone 1, Ahmed Tarkhouch, et les chefs des régions, Boutarfa El Fadel et Haddadi Abdelnour, parfaits connaisseurs du terrain et des tactiques de l'ennemi, et moi-même. Comme nous devons traverser le territoire où il exerce son commandement, El Fadel prend la direction des opérations. Notre premier objectif est le lieu dit Zouia, pointe nord du Djbel Bouabed qui donne sur la plaine de Riria. Le relais sera ensuite passé au chef de la première région, Haddadi Abdelnour, dont une des sections attend sur place avec le groupe spécialisé. L'endroit choisi pour le passage se trouve dans la région d'Sba'a. Le chemin qui mène jusqu'à Djbel Bouabed est couvert de chênes, lièges et de taillis. Nous avançons de jour sous le couvert de la végétation sans craindre d'être repérés par l'aviation. De nuit, nous traversons les terrains dénudés. Nous nous rendons vite compte de la mauvaise préparation physique des hommes de Hidouche, le groupe de Daas, composé en majorité d'éléments issus de la fameuse unité formée en juillet 1956 par Slimane Rennoun, dit Lasseux, est plus alerte. Ces hommes comptent à leur actif au moins 2 missions de convoyage d'armes jusqu'en Kabylie. Alors que les hommes d'El Fadel effectuent le trajet en quelques heures, il nous faudra, parce que la plupart des éléments de Hidouche manquent d'entraînement, 3 interminables nuits pour atteindre les piémonts de Bouabed par Harraga et Chefia. Nous nous reposons pendant une demi-journée et puis nous reprenons la progression pour parvenir enfin à la pointe nord de Bouabed, d'où nous dominons les postes militaires implantés le long de la route Annaba-Lakal et le lac des Oiseaux qui miroite au milieu de la plaine de Riria, truffée de pièges. Les groupes de Hidouche, empêtrés dans leurs lourds bardas, handicapés par le manque d'entraînement et sans doute ne sachant pas qu'aller vite c'est survivre, retardent la progression. Il nous faut déployer beaucoup d'efforts pour franchir cette première étape. Je dois à plusieurs reprises remonter la colonne pour faire avancer les traînards. La crainte d'être découvert avant d'avoir pu atteindre l'objectif est à chaque instant présente dans mon esprit. Les commandos français qui font tout pour contrer nos tentatives de passage sont très actifs dans les parages. Hidouche, qui périra 3 jours plus tard en opposant une héroïque résistance à des assaillants infiniment plus nombreux, répond à mes sollicitations par un invariable « Qim, Qim », resté accroupi en Kabyle, lancé à ses hommes, esprit de contradiction ou extrême lassitude. Les hommes qu'il commande ne reconnaissent aucune autre autorité que la sienne. Un incident, surprenant par sa violence, me prouve que nous ne sommes à leurs yeux que de vulgaires escorteurs et rien de plus. Après une courte marche qui les met en nage, quelques-uns d'entre eux se ruent sur une mare d'eau croupie au bord d'un sentier. Tout pouvait survenir, de l'embuscade jusqu'à la fluxion de poitrine ou la diarrhée aiguë. J'avance pour les empêcher de se précipiter en hordes vociférantes. Le premier que je tente de tirer en arrière manœuvre la culasse de son fusil pointé dans ma direction. L'épaisseur d'un tronc d'arbre me cache à sa vue. Je ne raconte cet incident que pour expliquer dans quel état d'esprit la première étape, de loin la plus difficile, est abordée. On ne traverse pas le barrage fortifié sans préparation physique, sans mesurer le danger des innombrables embûches du glacis, sans accorder de l'importance aux avis, aux conseils, aux ordres des professionnels tels Tarkhouch, Abdelnour ou ma modeste personne. La fatigue qui s'est abattue sur ces hommes à bout de leurs ressources physiques est suppléée par leur bonne volonté, ce qui n'est pas rien, j'en conviens. Tous espèrent pouvoir traverser et rejoindre leur wilaya d'affectation. Dans les moments les plus durs, ils gardent toujours le mot pour rire. À mi-chemin, alors que nous sommes encore en plein dans le Djbel Bouabed, un Jundi s'écroule épuisé. Nous le traînons, El Fadel, Hidouche et moi-même, à la tête de la colonne pour lui montrer que la partie qui reste à parcourir est la plus difficile et la plus risquée. Nous lui disons qu'il doit se surpasser. Il n'a pas l'air de comprendre. Nous tentons alors de le dissuader d'aller plus loin. Nous lui proposons de rester avec les éléments d'El Fadel, dont la mission se termine là.
Impossible de lui faire entendre raison, il ne veut rien savoir, il veut continuer. La deuxième nuit, nous prenons congé du chef de la deuxième région et nous nous élançons pour la dernière étape, guidés par Abd Nour qui connaît chaque aspérité du terrain. Cette zone d'insécurité absolue est traversée par la route Lakal-Annaba. La plaine de Riria, devant nous, s'étend avec ses chausse-trappes mortelles. Il faudra ou bien éviter ou bien crocheter intelligemment chaque verrou. La tension monte. Je suis pour la première fois dans cette région. Elle est belle, mais ma mission n'a rien de villégiature. Je mesure ma responsabilité. Je dois veiller sur tous ces hommes. Toute erreur me sera directement imputée. À mesure que je découvre la topographie du site, je suis de plus en plus tendu. Nous slalomons entre différents postes militaires. Nous évitons des douars, nous coupons à travers des marécages et nous atteignons enfin la position d'où sera préparé le franchissement du barrage. Une fois cette étape derrière eux, les commandos devront également affronter le Bouna Moussa et la Seybouze, deux rivières célèbres pour leurs crues dévastatrices. Mais nous n'avons pas encore atteint la ligne fortifiée. Nous avançons en surmontant quelques petits ennuis sans gravité. Nous dépassons la route asphaltée, nous abordons le dernier tronçon de l'itinéraire. Le terrain plat est grêlé de taillis et de hautes herbes où nous nous enfonçons jusqu'à la ceinture. Plus nous approchons de la zone d'attente, plus les hommes montrent de l'allant. L'eau atteint nos chevilles et monte encore. Nous sommes dans les marécages. Il doit être 4 heures du matin. La marche devient difficile. Nous tenons nos armes sur les épaules de peur de noyer les culasses. Nous pénétrons petit à petit sous une tonnelle d'arbustes et de taillis. Nous sommes toujours sous leur couvert quand l'aube commence à poindre. Les reflets scintillants de la mer semblent accroître la clarté. Nous avançons plus difficilement, ouvrant la végétation qui pousse drue dans le sol saturé d'eau, avec l'angoisse latente de perdre pied soudain dans un entonnoir de vastes traîtresses. Nous atteignons enfin la terre ferme par un isthme couvert d'arbrisseaux que les gens d'ici appellent Nesha. Nous nous dispersons sous des frondaisons junglesques. Le repos qui s'annonce est le bienvenu. L'endroit où nous sommes est situé entre le mont Sidi Amer et la ligne côtière Annaba-Lakal, à peu près sur le point côté 43. C'est là que nous allons préparer la phase la plus importante de notre mission, la traversée des lignes. Le réveil nous trouve frais et dispos alors que nous n'avons pris qu'une poignée d'heures de sommeil. Nous demeurons sur place plusieurs heures, guettant, observant et notant le moindre signe suspect. Le calme des lieux, le vent doux, la luminosité du ciel, le sourd et régulier ébranlement de la houle donnent une impression de quiétude. Nous buvons l'eau limpide et claire des sources filtrées par le sable fin, blanc, vierge de pas humain. Laissant les unités sur place, nous décidons, Abd Nour Haddadi, Ahmed Tarkhouch et moi-même, de rejoindre, à quelques centaines de mètres de là, la section qui occupe en permanence le secteur. Après les salutations des retrouvailles, nous discutons de la faisabilité de notre mission. Je note la décontraction qui confine à de la nonchalance des hommes que nous venons de retrouver. Beaucoup sont déchaussés. Certains poussent l'inconscience jusqu'à suspendre leurs armes à des branches d'arbres. D'autres sont allongés, leurs chaussures leur servant de repose-tête. Partisan de la vigilance, je me sens mal à l'aise. La vulnérabilité de la position saute aux yeux. Nous nous trouvons dans une véritable nasse qui ne nous laisserait aucune chance de nous replier au cas où nous serions découverts. En temps de guerre, rester vigilant, c'est survivre. Pendant toute ma carrière, j'essaierai de faire partager autour de moi ce principe premier, être tout le temps sur ses gardes. Notre petit état-major prend ses positions et ses dispositions. Un tour bref d'horizon me révèle les difficultés auxquelles nous allons devoir faire face. Nous nous trouvons dans un endroit qui ne se prête pas à un franchissement discret, mais le choix du lieu a été décidé par le chef du COM sur proposition de Chedli Benjdid. Pourquoi Chedli a-t-il choisi ce lieu de passage? Pendant quelque temps, il avait été maquisard dans la région, mais manifestement, il ignorait que tout avait changé avec l'édification des barrages fortifiés. Et c'est le chef du COM qui avait désigné les 2 guides réputés connaisseurs des passages à gué de la Seybouze et les sentiers qui mènent de Djbel Bouhamra aux travées salvatrices de l'Eddour. L'anxiété m'empêche d'apprécier la beauté du site.
Au sud-est et au nord, la nasse dans laquelle nous nous trouvons est fermée d'un côté par la mer, d'où pourraient débarquer des troupes ennemies ou jaillir des salves d'artillerie, et délimitée de l'autre par la route Annaba-Lacal, jalonnée de postes militaires dits de secteurs.